C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Ce mardi 13 juin, c'est une année depuis que la cité de Bunagana est occupée par le M23, bien que plusieurs efforts ont été fournis par le gouvernement, mais celui-ci ne lâche rien et il met toujours l'accent sur le front diplomatique. Et puis en international, le monde attend faire une récolte historique de blé cette saison 2023-2024. 800,19 millions de tonnes, ce sont là les chiffres livrés par le département américain d'agriculture. Bienvenue et bonsoir mesdames et messieurs à cette session d'information. On va commencer par cette information après la chambre basse du Parlement où le projet de loi sur la répartition des sièges a été jugé recevable. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, était face aux élus de la Chambre haute du Parlement le lundi 12 juin 2023 au cours d'une plénière. Le VPM de l'Intérieur a requis et obtenu des sénateurs un délai de 24 heures pour répondre à leurs préoccupations. Enoch Issei. Le patron de la territoriale a défendu les innovations que la Commission électorale nationale indépendante a apportées dans ces nouveaux projets de loi. La CENI a procédé à la répartition des sièges qui constituent l'essentiel du projet de loi. Ces projets innovent en ce qu'ils programment les élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusque-là lors des cycles électoraux précédents, a indiqué Maître Peter Kazadi Kakounde, et d'expliquer. Il comporte 4 annexes ci-après. L'annexe 1 est relatif à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux au niveau national et à l'intérieur de chaque province. L'annexe 2 est relatif à la répartition des sièges pour l'élection des députés provinciaux. L'annexe 3 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des conseillers municipaux dont la circonscription électorale est la commune. L'annexe 4 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des conseillers des secteurs ou chefferies, a-t-il indiqué. Cependant, le sénateur ont sollicité du vice-premier ministre quelques éclairages en lui posant un certain nombre de questions. Peter Kazadi a requis et obtenu de sénateurs un délai de 24 heures pour répondre à leurs desiderata. Par ailleurs, dans leur déclaration lue par la sénatrice Francine Muyumba, les élus proches de l'ancien président Joseph Kabila estiment que le projet de loi sur la répartition se réalise dans un contexte de fraude marqué, selon eux, par l'absence d'un audit externe crédible. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, a déclaré Francine Muyumba. Sur le même dossier, les sénateurs du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, ont claqué la porte de l'hémicycle ce lundi alors que le Sénat poursuivait l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Une déclaration lue du haut de la tribune par la sénatrice Francine Muyumba au nom de ses collègues du FCC dénonce un texte corrompu et peu fiable. Là, je la cite. Suivez cet extrait choisi par Enoch Issei. Je prends ce jour la parole à l'occasion de l'examen du projet de loi portant répartition des sièges, et c'est au nom de tous les sénateurs du Front commun pour le Congo, 20 au total. Honorable Président, malheureusement, les constants faits des maires à maire, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables. Le temps pour les détails fait défaut, honorable Président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable Président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle,
le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu, aux conséquences dramatiques. Disons que du côté de l'Union sacrée pour la nation, on rejette en bloc toutes ces déclarations et accusations du FCC. Suite à l'amélioration des conditions sécuritaires dans la province de Mai-Ndombe, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamouth aura bel et bien lieu. C'est ce qu'indique un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante publié ce lundi. 109 442 électeurs sont attendus et seront répartis dans 139 centres d'inscription pour cette opération qui durera 15 jours. Vu le temps qui court, chaque centre d'inscription aura 4 kits d'enrôlement en lieu et place de 1. Commentaire, Patience Lokiki. Dans un communiqué publié le lundi 12 juin, la Commission électorale nationale indépendante annonce les débuts de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe le 28 juin prochain. Selon le communiqué, quelques dispositions sont prises par la CENI pour faciliter cette opération qui attend 59 442 électeurs. Il y a le nombre de centres d'inscription qui passe de 52 à 130. Le nombre de kits d'enrôlement par centre d'inscription passe de 1 à 4. Au regard de cette augmentation du nombre de kits et centres d'inscription, la CENI fixe la durée des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans les territoires de Kwamouth de 15 jours, soit du 26 juin au 10 juillet 2023. À cet effet, elle invite tous les Congolais habitant les territoires de Kwamouth et qui remplissent les conditions requises à se faire identifier et enrôler dans le centre d'inscription le plus proche. La CENI appelle en outre les autorités politico-administratives de bien vouloir faciliter les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur juridiction. Pour rappel, l'opération d'identification des électeurs n'a pas eu lieu dans cette province en raison de l'insécurité provoquée par le conflit communautaire entre Teke et Yaka dans le Mai-Ndombe. Il en est de même pour les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu où la CENI n'a pas enrôlé de suite de la situation sécuritaire. Comment garantir la liberté de la presse devant les impératifs de maintien de l'ordre public? C'est le thème d'un atelier qui a mis ensemble des professionnels des médias et des officiers de la police nationale congolaise organisé par l'UNESCO. Cet atelier vise avant tout de dissiper le climat de méfiance qui existe entre la presse et la police lors des manifestations. Ce forum d'échange a permis une discussion franche entre les deux corps de métier appelés à collaborer, surtout dans la perspective des élections générales à venir. Patrick Ilunga. Pendant près de 3 heures, au Salon Congo de l'hôtel Pullman, des journalistes et des officiers de la police ont chacun exprimé leur ressenti sur leurs relations communes, souvent caractérisées par des conflits. Devant les représentants des membres du gouvernement, de la police de la MONUSCO, des représentants de l'inspection générale et provinciale de la police nationale, des structures de régulation et d'encadrement des journalistes, les professionnels des médias et les officiers de la police ont tenté de comprendre le rôle de chacun dans la société. Dans un débat convivial mais engagé, les policiers et les professionnels des médias ont formulé le vœu de parvenir aux bonnes pratiques pour une collaboration saine concernant la couverture des manifestations publiques. Pour l'UNESCO, il s'agit pour les uns et les autres de trouver une harmonie entre le besoin de la liberté de presse et les impératifs du maintien de l'ordre public. En toile de fond du débat, il s'est agi de la marche du 20 mai à Kinshasa où une journaliste a été grièvement blessée, ce qui a fortement choqué la presse congolaise. Il existe aussi quelques éléments qui se méconduisent au sein de la police nationale. Nous avons constaté que lors de cette marche, certains éléments de la police ont traité les journalistes avec brutalité. Il y a eu des cas de blessures et nous avons aussi constaté, non seulement pour les cas du mois passé, mais dans la plupart des cas, lorsqu'on organise des manifestations,
la police ne voit toujours pas d'un bon œil la présence des journalistes pour couvrir les manifestations. La police, pour sa part, a exhorté les journalistes à adopter une attitude plus professionnelle, notamment en se parant des signes distinctifs lors de manifestations publiques. Ces échanges ont permis à l'UNESCO, organisatrice de l'atelier, d'avancer dans son élaboration d'un protocole d'accord qui sera proposé prochainement à la police et aux professionnels des médias pour une meilleure collaboration. Je l'ai dit en titre, Bunagana, c'est aujourd'hui une année depuis que cette cité frontalière RDC-Ouganda, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, est occupée par les combattants du M23 avec un important soutien direct du Rwanda, malgré les efforts des FARDC et des organisations sous-régionales. Ces groupes armés que le gouvernement congolais qualifie de groupes terroristes se montrent pas prêts à désarmer. Le cessez-le-feu, le retrait et le cantonnement tardent toujours à venir. Suivez ce récit de la rédaction qui fait un retour sur ce 1 an aux conséquences insoupçonnées. Ça fait exactement une année, ce 13 juin 2023, depuis que la cité de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, est entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda. En revanche, la présence de ce groupe armé et la force de défense rwandaise a été remarquée bien avant. Les experts de l'ONU parlent dans leur rapport de la fin de l'année 2021. Ainsi, toutes les tentatives entreprises par les FARDC pour récupérer cette cité frontalière avec l'Ouganda se sont avérées sans succès. Une situation qui a bouleversé même la situation socio-économique de la province du Nord Kivu pendant qu'elle est, ensemble avec la province voisine de l'Ituri, sous état de siège depuis mai 2021. Actuellement, c'est ce groupe armé qui fait la loi dans une bonne partie du territoire de Rutshuru, faisant payer même des taxes à ceux de Congolais qui n'ont pas pu se déplacer, comme bien d'autres se trouvant dans le camp des déplacés à Goma et dans bien d'autres coins, notamment à Kanyaruchinya. Au-delà de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, la coalition M23-RDF se trouve dans deux autres territoires, à savoir Masisi et Nirangongo, où elle occupe plusieurs localités. Kinshasa, conscient des manœuvres rwandaises, avait pris des décisions importantes contre Kigali, notamment la suspension de tous les accords signés, surtout ceux économiques, de juin 2021 avec le Rwanda, mais aussi l'arrêt des activités de la compagnie Rwandair. Le gouvernement congolais mise plus sur le front diplomatique que militaire, d'où les différentes résolutions des conclaves et sommets de la région est-africaine et de la CIRGL, donnant des ultimatums sur la cessation des hostilités, retrait des zones occupées et des armements ainsi que le cantonnement, mais sans succès. Des résolutions qui ont abouti aussi au déploiement des forces de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est devant traquer tout groupe armé qui ne s'aligne pas au processus politique de Nairobi. Malheureusement, l'action de cette force s'est avérée inefficace, jugée mitigée aussi bien par la population que par les autorités de Kinshasa. Maintenant, ce sont des militaires des États de la SADC qui sont attendus, bien que la force de l'EAC ait obtenu une prolongation jusqu'au mois de septembre 2023. Ce mardi 13 juin, Human Rights Watch a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU dans un document d'ajouter les dirigeants du M23 ainsi que les responsables rwandais qui fournissent une assistance à ce groupe armé responsable d'abus à la liste des cibles des sanctions du Conseil. Dans le même registre sécuritaire, nous avons mis toutes les stratégies pour ramener les uns et les autres à la raison, mais ceux qui continuent d'endiguer l'Ituri n'ont plus aucune chance. Déclaration faite par le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi 13 juin à Bunia, chef-lieu de cette province. Selon lui, l'administration militaire de l'Ituri va poursuivre les opérations de neutralisation des groupes armés réfractaires au processus de paix. Jojo Moulamba pour les amples détails. Après l'attaque de la milice Codeco contre le site d'Elala dans les territoires de Djougou, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama n'est pas resté indifférent. Au cours d'une conférence de presse qu'il a lui-même animée, le gouverneur militaire de l'Ituri a insisté sur la neutralisation et la justice comme deux ultimes options pour faire face aux groupes armés réfractaires au processus de paix enclenché dans cette province sous état de siège depuis 2 ans. Je vais le répéter encore pour la énième fois. Nous avions mené toutes ces opérations-là, où nous avons utilisé les hélicoptères, nous avons utilisé de l'artillerie, nous avons tout utilisé. Là, maintenant, on s'est arrêté, et voilà maintenant ce qui se passe. Ces gens n'écoutent pas. Et voilà, nous allons reprendre maintenant, parce que tout le monde est témoin.
Le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama rassure la population itorienne des dispositifs sécuritaires mis en place pour arrêter tous les commanditaires de la dite attaque. Mon équipe et moi, nous allons nous en prendre aux mauvaises personnes, aux Codeco. Et on vous a dit, à ceux-là qui ne veulent pas entrer dans notre schéma. Aujourd'hui, là, il y a les hommes qui sont là et ceux qui ont attaqué seront poursuivis. S'agissant du programme désarmement, démobilisation communautaire, relèvement et stabilisation, le comité provincial de sécurité assure avoir appuyé plusieurs dialogues intergroupes armés, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Parce que les dialogues, c'est le PDDRCS. C'est un pilier du PDDRCS. J'ai donné les moyens ici sur le plan opératif, j'ai donné les moyens que j'ai pour que les gens fassent tous les dialogues que vous avez suivis ici. J'ai donné mes moyens. Bon, maintenant, le reste, c'est ce qu'il va vous répondre. Nous trouvons des solutions locales. Nous n'allons pas attendre que les gens de Kinshasa, M. Tamboué, non. Nous avons organisé, avec nos moyens, nous avons organisé ce que nous avons organisé. La récente visite du procureur général de la Cour pénale internationale et du sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies constitue un signal fort de l'attention de la communauté internationale accordée à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment en Ituri. Nous allons changer de chapitre à présent. Chaque 13 juin, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'adminisme. L'inclusion fait la force et le thème choisi pour l'année 2023, il s'agit là d'une journée qui vise à manifester la solidarité envers les personnes vivant avec l'adminisme. La prévalence de l'adminisme varie entre 1 cas sur 5000 et 1 cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne où ces conditions sont plus répandues. Les albinos sont souvent victimes de discrimination et de rejet dans la communauté. C'est ce que dénonce M. Jean-Michel Mouya au micro de Rachel Missenga et Giscard Ntamba. Déjà, c'est une bonne chose qu'au moins chaque année, il y a une journée pour la sensibilisation sur l'albinisme. C'est quelque chose, surtout dans la société africaine, qui trouve une certaine discrimination. Souvent, les communs des hommes trouvent les albinos comme étant des êtres différents, comme étant des êtres qui n'ont pas, comme étant un handicap. La question de l'albinisme, c'est mon expérience personnelle. Parce que ce qui est vrai, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'être accepté ou bien de vivre même jusqu'à aujourd'hui dans la société, surtout dans la société congolaise où on vous regarde, quand vous êtes un albinos, on vous regarde d'un œil assez différent. On veut vous montrer souvent que vous êtes différent. On veut vous montrer que quand on doit faire un choix, on doit d'abord essayer de voir à quelques millimètres près parce qu'on pense que vous êtes différent, peut-être vous n'avez pas les capacités requises. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et souvent quand un parent a un enfant albinos, souvent il a peur de le lancer dans la société. Mais bon nombre aussi d'albinos ont évolué, bon nombre des albinos aussi se maintiennent dans la société, se font un nom dans la société. Je suis parmi ce nombre-là. Donc, pour moi, j'ai toujours fait un effort pour me surpasser, pour être au-delà de ce que les gens pensent de moi. Mon état d'albinisme ne m'empêche pas de pouvoir évoluer dans la société. Mon état d'albinisme ne m'empêche pas d'être cadre dans une société. Donc, j'aimerais interpeller et les albinos et les non-albinos pour leur faire montrer et leur dire que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les capacités intellectuelles, d'ailleurs, qui sont même souvent plus élevées par rapport à ceux qui ne sont pas albinos. Nous sommes capables d'œuvrer et d'être acceptés dans la société. On va parler sport en bref. Les équipements des Léopards Seniors avec le nouvel équipementier Umbro sont arrivés à Kinshasa, la capitale
de la République démocratique du Congo ce lundi 12 juin 2023, dont la soirée. Ces équipements ont été réceptionnés par Dieudonné Sambi et M. Innocent Kibu-Ndulu, respectivement président et secrétaire général du CONOR FECOFA, en présence de quelques membres du cabinet du ministère des Loisirs et des Sports et Loisirs. Mesdames et messieurs, maintenant on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, en 2023-2024, la récolte globale de blé pourrait atteindre son plus haut niveau historique. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans ses prévisions de juin concernant le marché mondial. La production de la céréale est en effet attendue à 800,19 millions de tonnes, soit près de 11 millions de tonnes de plus que la campagne précédente et la 5e année consécutive de progression. Jojo Moulamba. Le blé est la seconde céréale la plus cultivée derrière le maïs. Pour la campagne 2023-2024, tous les voyants sont au vert pour la graminée la plus échangée sur le marché international. La production mondiale est attendue à un niveau record en 2023-2024. Selon les départements américains de l'agriculture, cette abondance est d'abord liée à des révisions à la hausse de plusieurs fournisseurs majeurs de la graminée. Dans le détail, l'Inde, second pays producteur, devrait moissonner 113,5 millions de tonnes contre 104 millions de tonnes en 2022-2023. De son côté, la production russe est prévue pour atteindre 85 millions de tonnes durant la campagne 2023-2024, un niveau en hausse par rapport à l'estimation précédente, mais encore inférieur au pic atteint un an plus tôt. Par ailleurs, l'Union européenne affichera un stock record de 145 millions de tonnes, alors que l'Ukraine devrait produire 1 million de tonnes de plus qu'estimé précédemment à 17,5 millions de tonnes, même s'il s'agit d'un niveau très faible par rapport à la moyenne quinquennale. Globalement, la forte production mondiale intervient dans un contexte où les stocks de fin de la campagne précédente atteignent 266 millions de tonnes. Cette situation, couplée à la prolongation de l'accord de l'ONU sur le corridor ukrainien dans la mer Noire, pourrait contribuer à la persistance de l'accalmie sur le marché mondial et à une baisse de recours. Déjà, le 22 mai dernier, le contrat à terme sur le blé de Chicago sont passés sous la barre des $6 américains pour le boisseau, soit le plus bas niveau depuis 2 ans. Mesdames et messieurs, place maintenant à la revue de presse. Maintenant, c'est le temps de vous informer à travers les journaux parus ici à Kinshasa. Sur ce plateau, je suis avec Blessed Kouzola, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir, Blessed Kouzola. Bonsoir, Fiston Eleko. On va commencer, Blessed Kouzola, une année déjà depuis que la cité de Bunagana est occupée par le M23 et la presse en parle. La presse en parle bien évidemment, comme vous l'avez dit, sur son site internet depêche.cd. A titré ce matin, 1-23 à Bunagana, une année déjà, le mouvement des indignés voit un spectre de la balkanisation. Selon un site internet d'information qui dit 13 juin, allais-je dire, 2022, 13 juin 2023, cela fait exactement une année depuis que la cité frontalière de Bunagana, dans les territoires de Rutshuru, en Nord Kivu, est tombée entre les mains de rebelles du M23 après de violents combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, facilité par la partie ougandaise. Les rebelles avaient totalement occupé cette grande cité la plus importante du Nord Kivu, vu qu'elle relie la RDC à l'Ouganda. Et dans le même registre, Human Rights Watch accuse le rebelle du M23 de meurtre, exécution sommaire et viol. Là, c'est Radio Okapi qui le titre, et le média en ligne dit ceci: depuis la fin
de l'année 2022, le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, ont commis de meurtres, de viols et d'autres crimes de guerre manifestes dans l'Est de la RDC, a déclaré cet organisme dans un communiqué publié ce mardi 13 juin 2023 à Nairobi, au Kenya. Des attaques par armes explosives menées dans des zones habitées dans la province du Nord Kivu ont tué et blessé des civils, endommagé les infrastructures et exacerbé une crise humanitaire déjà catastrophique, poursuit ces communiqués. Et puis le voyage de Jean-Pierre Bemba au Nord Kivu, une première depuis qu'il est nommé au poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Qu'est-ce que les journaux disent exactement? Le journal Avenir d'ailleurs qui titre, il revient sur ces voyages en disant que lors de sa première visite à Goma, Bemba invite le groupe armé à déposer leurs armes. L'auteur de l'article écrit: le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma. 2 mois après sa nomination et exactement une année après l'invention rwandaise de Bunagana, pendant que la province du Nord Kivu est toujours sous menace du M23. L'on se souviendra que le vendredi 9 juin 2023, lors du Conseil des ministres, le gouvernement congolais a rassuré que les FARDC restent en alerte pour défendre l'intégrité du territoire national face au renforcement des éléments de la coalition M23 RDF. Le quotidien a repris les propos de Jean-Pierre Bemba qui dit « La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité pour notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est motivé par la paix et la sécurité dans tous les pays. J'appelle tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes, à lancer celui que l'on surnomme Igwe. » Et puis, processus électoral, Blessed Kuzola, la CENI s'apprête à recevoir les candidatures des députés nationaux. C'est d'ailleurs la prospérité qui le met sur sa manchette. Élection 2023, la CENI attend les candidatures. Selon le journal du Mongalima, la CENI invite les partis ou regroupements politiques légalement constitués ainsi que les candidats indépendants à apprêter déjà leur dossier des candidatures pour la course électorale à la députation nationale couplée à la présidentielle telle que prévue le 20 décembre 2023. Un peu plus loin, dans une toute autre page, la prospérité a écrit « CENI, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamouth débute le 26 juin 2023. Le quotidien a repris le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, qui porte à la connaissance de l'opinion publique que les opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe débutent le 26 juin 2023 sur l'ensemble du dit territoire. Pour faciliter ces opérations, les dispositions suivantes sont prises. Le nombre d'électeurs attendus est 109 442. Le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130. Le nombre des kits d'enrôlement par CI, c'est-à-dire centre d'inscription, passe de 1 à 4, ce qui fait que la CENI prévoit d'enrôler à Kwamouth pendant seulement 15 jours en lieu et place de 30 jours. Oui, sécurisation de ce processus électoral auquel nous faisons allusion ici. Le VPM de l'Intérieur est interpellé au Sénat. Voilà, c'est Forum des As qui l'a dit, sécurisation des élections. Les sénateurs interpellent le VPM Peter Kazadi, alors que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présenté lundi 12 juin dernier au Sénat le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, éclairant la lanterne des élus qui vont examiner ces projets de loi en seconde lecture
Le membre de la Chambre du Parlement n'était pas sans préoccupation. Après une écoute assidue, dit le journal, les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurisation des élections dans certaines provinces. Ils ont épinglé également le cas du Nord Kivu où l'insécurité prend de l'ampleur, même dans les zones sous contrôle du gouvernement. Merci beaucoup, Blessed Kouzola, pour la revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ce journal tend vers sa fin et moi, je vous rappelle les différents titres. Ce 13 juin, c'est une année depuis que la cité de Bunagana est occupée par le M23, bien que plusieurs efforts ont été déjà fournis par le gouvernement, mais celui-ci ne lâche rien et met un accent particulier sur le front diplomatique. Et puis à l'international, le monde attend faire une récolte historique de blé cette saison 2023-2024. 800,19 millions de tonnes, ce sont les chiffres livrés par le département américain d'agriculture. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi.